Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Et ce soir, nous entamerons la troisième partie de ce roman, à savoir la partie nommée L'agonie. Tout un programme. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, sachez qu'il y a des timecodes disponibles dans la description de la vidéo vous permettant de passer l'introduction et de passer les pauses que je pourrais effectuer au cours de la lecture pour vous rendre directement où bon vous semble. Voili voilou. Et du coup, comme d'habitude, on commence avec tout d'abord une petite intro de 10-15 minutes, le temps pour moi de dialoguer un peu avec le chat sur Twitch, et également de vous mettre un peu au courant on va dire de l'actualité brûlante, n'est-ce pas, de ce que je vais faire en live soon, de ce que j'ai pu faire, etc., de ce qui se passe dans mes projets, bref, comme d'habitude. En tout cas, bonsoir grand joueur, bienvenue à toi sur ce live, ça me fait plaisir que tu sois là. Le live de ce soir sera très différent de celui où tu m'as découvert il y a de cela quelques jours, c'était hier peut-être, je sais plus. En tout cas, tu m'avais découvert sur un live tout autre que les lives de lecture si je ne m'abuse, donc je ne sais pas si ça sera à ton goût, mais en tout cas merci de donner l'essai, ça fait plaisir. Ah bah du coup tu vas manger, bon bah à tout à l'heure alors du coup si tu reviens, et puis bon appétit à toi. Je vous invite tous à vous installer, à prendre à manger, à boire justement, à vous détendre, à vaquer à vos occupations. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent dans les transports, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en dessinant, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en faisant du nettoyage, peu importe, il y en a qui m'écoutent en bossant, peu importe ce que vous êtes en train de faire, bon courage à vous, et puis que cela vous soit agréable. Santé à tous. Et si je puis dire, nous sommes en train d'entrer dans la dernière ligne droite de la lecture de La peau de chagrin, puisque la dernière fois nous avons terminé la deuxième partie. Nous entrons dans la troisième partie qui se nomme l'agonie, qui fait une centaine de pages, et ensuite il y aura l'épilogue qui lui ne fait que 2 pages. Donc, d'ailleurs c'est assez étonnant que l'épilogue soit si court que ça, mais bon bref. Donc on arrive entre guillemets dans la dernière partie de l'œuvre. Il nous reste pas forcément grand chose, on a déjà lu les 2 tiers, il nous reste un tiers, hein, grosso modo c'est ça. Et il me semble qu'on a déjà fait 5 lives de lecture, si je dis pas de bêtises, sur La peau de chagrin. Donc ça devrait tenir, je pense, la totalité en 8 lives. Un truc comme ça, je pense. Ah bah pas de soucis, grand joueur, c'est normal. Si t'as un emploi du temps chargé, y a pas de soucis. Alors, en tout cas, bonne soirée à toi, merci d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir. Et encore bon appétit. Du coup, oui. Dans cette introduction, je vais pas vous entretenir de grand chose parce que j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire lors des derniers lives. À ceci près que je possède le savoir, je connais le programme plus ou moins des 2 semaines à venir. Donc je m'en vais vous entretenir de cela. De ce pas, nous sommes donc le mardi 21 mai 2019. Pour ceux qui nous regarderaient en vidéo, comme ça ils peuvent un petit peu se repérer. D'habitude, les lives ont lieu le mardi et le vendredi à 21h, donc les lives de lecture. Le live de vendredi 24 à 21h est maintenu. Le live de mardi 28 à 21h est maintenu. Et avec ces 2 lives, plus celui de ce soir, on devrait avoir terminé la lecture de La peau de chagrin. Le live du dimanche 26 à 21h aura lieu. Il s'agira d'un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Sinon, dans la semaine, je pense qu'il y aura peut-être même demain, je ne sais pas encore, mais peut-être même demain, il y aura un live sur The Witness, le jeu d'énigmes qu'on réalise ensemble. Et il y aura potentiellement aussi des lives d'illustration, comme j'ai pu en faire hier ou tout à l'heure, pour mon jeu de société sur l'eau. Donc voilà, programme relativement chargé, n'est-ce pas? Par contre, pour la suite des programmes, justement, je ne sais pas trop où on va aller. C'est-à-dire que la lecture qui succédera à la lecture de La peau de chagrin, pour le moment, je n'ai aucune idée de lecture à faire, tout simplement. Donc, on a dit jusqu'au 28 mai, pardon. On a dit jusqu'au mardi 28 mai qu'il y avait des lives.
Je pense que... En gros, vous le savez, bon là ça fait quelques temps que je l'avais pas fait parce que justement je voulais un petit peu rush les lives, ça faisait quelques temps que les lives étaient un petit peu perturbés, enfin bon bref, et je savais qu'il allait y avoir encore des zones de perturbation, on va dire, plus tard. Donc voilà, là ça fait un long moment que je fais des lives très régulièrement toutes les semaines, etc. Mais à nouveau, il va y avoir une petite coupure dans les lives. Il va falloir que je... En gros, enfin, j'ai pas trop envie de vous raconter ma vie privée non plus, mais en gros, j'organise ma life pour que je sois tranquille la majeure partie du temps. Et du coup, quand je suis tranquille la majeure partie du temps, je peux live. Et pour qu'une partie minimale possible du mois, je sois occupé à avoir trop de choses à faire et trop de personnes à voir, etc. Et du coup, pendant ces petites périodes, ne pas live. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que ça me fait aussi un petit peu prendre du recul et prendre de l'air par rapport au live. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, j'enchaîne pas mal, quasiment un à 2 par jour. Bon, c'est pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez fréquemment que j'en fasse un ou deux par jour, donc ça commence à être très soutenu et je commence un petit peu à saturer certaines fois. Du coup, je vous le dis, a priori, du jeudi 30 mai 2019 au mardi 4 juin, du coup, il ne devrait pas y avoir de live. Donc voilà, une petite semaine de 5 jours, on va dire. Du jeudi 30 au mardi 4, a priori, il n'y aura pas de live sur la chaîne Planétéo, de quelque nature que ce soit. Donc les lives de lecture seront skip, les lives de découverte sur l'univers de League of Legends, les lives d'illustration, les lives de gaming sur The Witness. Tout cela, a priori, ça sera pas au programme sur ce laps de temps. Par contre, à mon retour, il faudra bien qu'on enchaîne avec une nouvelle lecture. Donc a priori, ça serait mardi 4 juin. Je pense que je ferai mon retour en lecture. Attention à vos oreilles. Excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, oui. A priori, ça serait le mardi 4 juin que je reviendrai avec des lives de lecture. Mais je vous en avais parlé récemment. J'aimerais bien faire un live un petit peu de recherche de lecture, c'est-à-dire un live où on se pose et on fait une énorme liste. Mais quand je dis énorme liste, c'est parce que j'aimerais vraiment faire la liste la plus conséquente possible pour être tranquille pour longtemps. Donc vraiment, on se pose et je vous dis, ok, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que vous-même, vous me fassiez des suggestions de lecture possibles pour le futur. Et également qu'on aille vraiment fouiller, donc vraiment aller regarder sur internet et se dire ah oui c'est vrai il y a tel auteur qui est connu, qui est sympa, ou tel auteur qui est pas très connu mais qui a l'air bien, etc. etc. Bref, j'ai envie de vraiment passer du temps. Alors bon, forcément un live de ce genre ça va pas non plus prendre 3 heures, hein, faut pas déconner, je vais pas retourner ciel et terre pour me faire une liste de lecture, ça devrait aller relativement vite malgré tout. Mais voilà, je pense que si on se prend une bonne grosseur, ça sera déjà largement bien. Et je pense a priori du coup que ça sera mardi 4 juin. J'en reparlerai sur le Discord et je vous en toucherai un mot lors des lives prochains pour vous confirmer ou vous infirmer cette date. Mais voilà un petit peu comment je m'organise en tête les futures semaines. Sachant du coup que on reprendrait vraiment une nouvelle lecture, puisque du coup ce live ferait la jonction entre les deux lectures. Donc on reprendrait vraiment une nouvelle lecture à partir du vendredi 7 juin, a priori. Et pour le moment, j'ai vraiment pas d'idée de ce que ça pourrait être, surtout qu'il faudra peut-être que je me fournisse les bouquins, donc ça va être chaud. Surtout qu'en ce moment je suis pas mal en rab de blé, donc ça va être chaud. J'ai encore Thomas More, l'Utopie de côté qui me tente bien, mais je sais pas si ça va être facile à lire en live. Je sais pas si ça va être facile à lire à l'oral. Sinon, j'ai un tout petit bouquin de Maupassant qui se nomme La Parure, mais c'est vraiment tout petit, donc je pense que ça prendrait qu'un live. Donc, à la limite, ça serait si j'avais pas de bouquin et qu'il fallait, entre guillemets, combler les trous. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas de grandes idées pour les lives à venir, là, je dois bien l'avouer. Je suis un peu dépourvu
quand l'hiver fut venu, n'est-ce pas, pour les lectures qui viendront post la peau de chagrin. Voilà, je pense que je vais pas je pense que je ne vais pas forcément faire une introduction plus longue ce soir, parce que j'ai pas envie de me répéter, je suis déjà suffisamment en live à vous parler de tout ce que je fais et de tout ce qui se passe. Donc je pense qu'on va aller à la source de ces lives, on va aller directement au but, à savoir la lecture. Ce soir, nous lirons donc le début de l'agonie, que nous devrions lire en 3 lives, comme je vous le disais plus tôt. L'agonie, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus avant qu'on commence? Bah en vrai, pas grand-chose, si ce n'est que pour vous replacer le contexte. C'est bizarre, là, j'ai l'impression qu'il s'est passé trop de choses entre ce live et le live dernier, du coup je commence à avoir un peu de mal à me rappeler de ce qui s'est passé, justement. Mais grosso modo, la partie précédente, La femme sans cœur, c'était un monologue de Raphaël, Raphaël de Valentin, je répète son nom en entier maintenant, qui est maintenant le comte de Valentin. Enfin bref, c'était donc le récit de Raphaël à ses amis pour expliquer toute sa vie et comment il en était venu à connaître un énorme amour qui l'a détruit au final, on peut dire, et qui petit à petit l'a set up dans un mauvais mood, puisque grosso modo son récit consistait à nous expliquer comment il en est arrivé à un état d'orbie suicidaire, donc c'est pas très joyeux. Et ça s'est terminé du coup sur à nouveau un vœu de la part de Raphaël qui fait remarquer à son ami, c'était Émile si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, que la peau de chagrin réalise ses vœux, et justement en réalisant que la peau de chagrin réalise vraiment ses vœux, Émile n'a pas l'air d'y croire vraiment et un peu plaisantin, se moque un peu de lui allègrement, ainsi que tous les convives de la soirée où ils étaient. Par contre, Raphaël, pour lui, ça a l'air d'être le cataclysme, ça a l'air d'être le choc complet. Il a l'air d'être en mode mais qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? J'ai un pouvoir gigantesque, mais en même temps, qui a un prix, et ça peut être très dangereux. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce roman, j'ai vraiment hâte de voir comment ces idées vont être traitées, et de voir tout simplement qu'est-ce que Raphaël va faire de la peau de chagrin. Est-ce qu'il va en user à outrance pour réaliser tous ses souhaits, ou est-ce qu'au contraire il va être parano, très froid, et qu'il va peut-être s'isoler de tout le monde, je sais pas trop. Enfin bon bref, il y a beaucoup de possibilités de toute manière, je n'en dis pas plus. Et bien que j'ai déjà lu le texte il y a de cela plus d'une dizaine d'années, je vous avoue que je ne me rappelle pas du tout du dénouement, donc j'ai hâte de redécouvrir ça avec vous. Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en live sur Twitch, et bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je viens de me claquer la dent sur le verre, sensation hyper agréable. Du coup, nous entamons la lecture sans plus attendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais lire là, grosso modo, une petite quinzaine de pages. C'est à peu près ce que je vais faire pour tous les lives à venir. Je pense qu'à chaque fois, je ferai 15 pages, pause, 15 pages. Donc ça fera des lives relativement courts, mais un peu plus équilibrés de live en live. Bref. On est parti pour de bon cette fois-ci. Bonne écoute à tous. À tout à l'heure pour la pause. L'agonie. Dans les premiers jours du mois de décembre, un vieillard septuagénaire allait, malgré la pluie, par la rue de Varennes, en levant le nez à la porte de chaque hôtel, et cherchant l'adresse de monsieur le marquis de Valentin, avec la naïveté d'un enfant et l'air absorbé des philosophes. L'empreinte d'un violent chagrin aux prises avec un caractère despotique éclatait sur cette figure accompagnée de longs cheveux gris en désordre, desséchés comme un vieux parchemin qui se tord dans le feu. Si quelque peintre eût rencontré ce singulier personnage, vêtu de noir, maigre et ossu, sans doute il l'aurait, de retour à l'atelier, transfiguré sur son album, en inscrivant au-dessous du portrait « Poète classique en quête d'une rime ». Après avoir vérifié le numéro qui lui avait été indiqué, cette vivante palingénésie de Rollin frappa doucement à la porte d'un magnifique hôtel. « Monsieur Raphaël y est-il » demanda le bonhomme à un Suisse en livrée. « Monsieur le marquis ne reçoit personne » répondit le valet, en avalant une énorme mouillette qu'il retirait d'un large bol de café. « Sa voiture est là »
répondit le vieil inconnu en montrant un brillant équipage arrêté sous le dé de bois qui représentait une tente de coutil et par lequel les marches du perron étaient abritées. « Il va sortir, je l'attendrai. »« Ah, mon ancien, vous pourriez bien rester ici jusqu'à demain matin, » reprit le Suisse. « Il y a toujours une voiture prête pour monsieur. Mais sortez, je vous prie. Je perdrais 600 francs de rente viagère si je laissais une seule fois entrer sans ordre une personne étrangère à l'hôtel. » En ce moment, un grand vieillard dont le costume ressemblait assez à celui d'un huissier ministériel sortit du vestibule et descendit précipitamment quelques marches en examinant le vieux solliciteur ébahi. « Au surplus, voici monsieur Jonatas, » dit le Suisse. « Parlez-lui. » Les deux vieillards, attirés l'un vers l'autre par une sympathie ou par une curiosité mutuelle, se rencontrèrent au milieu de la vaste cour d'honneur, à un rond-point, où croissaient quelques touffes d'herbe entre les pavés. Un silence effrayant régnait dans cet hôtel. En voyant Jonatas, vous eussiez voulu pénétrer le mystère qui planait sur sa figure, et dont parlaient les moindres choses dans cette maison morne. Le premier soin de Raphaël, en recueillant l'immense succession de son oncle, avait été de découvrir où vivait le vieux serviteur dévoué, sur l'affection duquel il pouvait compter. Jonatas pleura de joie en revoyant son jeune maître, auquel il croyait avoir dit un éternel adieu. Mais rien n'égala son bonheur quand le marquis le promut aux éminentes fonctions d'intendant. Le vieux Jonatas devint une puissance intermédiaire, placée entre Raphaël et le monde entier. Ordonnateur suprême de la fortune de son maître, exécuteur aveugle d'une pensée inconnue, il était comme un sixième sens à travers lequel les émotions de la vie arrivaient à Raphaël. « Monsieur, je désirerais parler à monsieur Raphaël, » dit le vieillard à Jonatas, en montant quelques marches du perron pour se mettre à l'abri de la pluie. « Parler à monsieur le marquis » s'écria l'intendant. « À peine m'adresse-t-il la parole, à moi son père nourricier. »« Mais je suis aussi son père nourricier, » s'écria le vieil homme. « Si votre femme l'a jadis allaité, je lui ai fait sucer moi-même le sein des muses. Il est mon nourrisson, mon enfant, carus alumnus. J'ai façonné sa cervelle, cultivé son entendement, développé son génie, et, j'ose le dire, à mon honneur et gloire. N'est-il pas un des hommes les plus remarquables de notre époque? Je l'ai eu sous moi, en 6e, en 3e et en rhétorique. Je suis son professeur. »« Ah, monsieur et monsieur Porriquet. »« Précisément. Mais monsieur... » »« Chut, chut, » fit Jonatas à demi-ton, dont les voix rompaient le silence claustral dans lequel la maison était ensevelie. « Mais monsieur, » reprit le professeur, « monsieur le marquis serait-il malade ?»« Mon cher monsieur, » répondit Jonatas, « Dieu sait ce qui tient mon maître. Voyez-vous, il n'existe pas à Paris deux maisons semblables à la nôtre. Entendez-vous? 2 maisons. Ma foi, non. Monsieur le marquis a fait acheter cet hôtel qui appartenait précédemment à un duc et père. Il a dépensé 300 000 francs pour le meubler. Voyez-vous, c'est une somme 300 000 francs. Mais chaque pièce de notre maison est un vrai miracle. Bon, me suis-je dit en voyant cette magnificence, c'est comme chez défunt monsieur son grand-père. Le jeune marquis va recevoir la ville et la cour. Point. Monsieur n'a voulu voir personne. Il mène une drôle de vie, monsieur Porriquet, entendez-vous? Une vie inconciliable. Monsieur se lève tous les jours à la même heure. Il n'y a que moi seul, voyez-vous, qui puisse entrer dans sa chambre. J'ouvre à 7 heures, été comme hiver. Cela est convenu singulièrement. Étant entré, je lui dis « Monsieur le marquis, il faut vous réveiller et vous habiller. » Il se réveille et s'habille. Je dois lui donner sa robe de chambre, toujours faite de la même façon et de la même étoffe. Je suis obligé de la remplacer quand elle ne pourra plus servir, rien que pour lui éviter la peine d'en demander une neuve. Cette imagination. Au fait, il a 1000 francs à manger par jour, il fait ce qu'il veut, ce cher enfant. D'ailleurs, je l'aime tant qu'il me donnerait un soufflet sur la joue droite, je lui tendrais la gauche. Il me dirait de faire des choses plus difficiles, je les ferais encore, entendez-vous? Au reste, il m'a chargé de tant de vétilles que j'ai de quoi m'occuper. Il lit les journaux, pas vrai? Ordre de les mettre au même endroit, sur la même table. Je viens aussi à la même heure lui faire moi-même la barbe et je ne tremble pas. Le cuisinier perdrait 1000 écus de rente viagère qui l'attendent après la mort de monsieur, si le déjeuner ne se trouvait pas inconciliablement servi devant monsieur, à 10 heures tous les matins, et le dîner à 5 heures précises. Le menu est dressé pour l'année entière, jour par jour. Monsieur le marquis n'a rien à souhaiter. Il a des fraises quand il y a des fraises, et le premier maquereau qui arrive à Paris, il le mange. Le programme est imprimé. Il sait le matin son dîner par cœur. Pour lors, il s'habille à la même heure avec les mêmes habits, le même linge, posé toujours par moi, entendez-vous, sur le même fauteuil. Je dois encore veiller à ce qu'il ait toujours le même drap. En cas de besoin, si sa redingote s'abîme, une supposition, la remplacer par une autre, sans lui en dire un mot.
S'il fait beau, j'entre, et je dis à mon maître, vous devriez sortir, monsieur. Il me répond oui ou non. S'il a idée de se promener, il n'attend pas ses chevaux, ils sont toujours attelés. Le cocher reste inconciliablement fouet en main, comme vous le voyez là. Le soir, après le dîner, monsieur va un jour à l'opéra et l'autre aux Itales. Mais non, il n'est pas encore allé aux Italiens. Je n'ai pu me procurer une loge qu'hier. Puis il rentre à 11 heures précises pour se coucher. Pendant les intervalles de la journée où il ne fait rien, il lit. Il lit toujours, voyez-vous, une idée qu'il a. J'ai ordre de lire avant lui le journal de la librairie, afin d'acheter des livres normaux, afin qu'il les trouve le jour même de leur vente sur sa cheminée. J'ai la consigne d'entrer d'heure en heure chez lui, pour veiller au feu, à tout, pour voir à ce que rien ne lui manque. Il m'a donné, monsieur, un petit livre à apprendre par cœur, et où sont écrits tous mes devoirs, un vrai catéchisme. En été, je dois avec des tas de glace maintenir la température au même degré de fraîcheur, et mettre en tout temps des fleurs nouvelles partout. Il est riche, il a 1000 francs à manger par jour, il peut faire ses fantaisies. Il a été privé assez longtemps du nécessaire, le pauvre enfant. Il ne tourmente personne, il est bon comme le bon pain, jamais il ne dit mot, mais par exemple, silence complet à l'hôtel et dans le jardin. Enfin, mon maître n'a pas un seul désir à former, tout marche au doigt et à l'œil, et recta. Et il a raison, si l'on ne tient pas les domestiques, tout va à la débandade. Je lui dis tout ce qu'il doit faire, et il m'écoute. Vous ne sauriez croire à quel point il a poussé la chose. Ses appartements sont en comment donc en enfilade. Eh bien, il ouvre une supposition, la porte de sa chambre ou de son cabinet. Crac! Toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes par un mécanisme. Pour lors, il peut aller d'un bout à l'autre de sa maison sans trouver une seule porte fermée. C'est gentil et commode, et agréable pour nous autres. Ça nous a coûté gros, par exemple. Enfin, finalement, monsieur Porriquet, il m'a dit « Jonatas, tu auras soin de moi comme d'un enfant au maillot. » Au maillot, oui, monsieur, au maillot, qu'il a dit. Tu penseras à mes besoins, pour moi. Je suis le maître, entendez-vous, et il est quasiment le domestique. Le pourquoi? Ah, par exemple, voilà ce que personne au monde ne sait que lui est le bon Dieu. C'est inconciliable. Il fait un poème, s'écria le vieux professeur. Vous croyez, monsieur, qu'il fait un poème? C'est donc bien assujettissant, ça. Mais voyez-vous, je ne crois pas. Il me répète souvent qu'il veut vivre comme une végétation en végétant. Et pas plus tard qu'hier, monsieur Porriquet, il regardait une tulipe, et il disait en s'habillant « Voilà ma vie, je végète, mon pauvre Jonatas. » À cette heure, d'autres prétendent qu'il est monomane. C'est inconciliable. Tout me prouve, Jonatas, reprit le professeur avec une gravité magistrale qui imprima un profond respect au vieux valet de chambre, que votre maître s'occupe d'un grand ouvrage. Il est plongé dans de vastes méditations, et ne veut pas en être distrait par les préoccupations de la vie vulgaire. Au milieu de ses travaux intellectuels, un homme de génie oublie tout. Un jour, le célèbre Newton... Ah, Newton, bien, dit Jonatas, je ne le connais pas. Newton, un grand géomètre, reprit Porriquet, passa 24 heures, le coude appuyé sur une table. Quand il sortit de sa rêverie, il croyait le lendemain être encore à la veille, comme s'il eût dormi. Je vais aller le voir, ce cher enfant. Je peux lui être utile. Minute, s'écria Jonatas. Vous seriez le roi de France, l'ancien s'entend, que vous n'entreriez pas à moins de forcer les portes et de me marcher sur le corps. Mais monsieur Porriquet, je cours lui dire que vous êtes là, et je lui demanderai comme ça, faut-il le faire monter? Il répondra oui ou non. Jamais je ne lui dis souhaitez-vous, voulez-vous, désirez-vous. Ces mots-là sont rayés de la conversation. Une fois, il m'en est échappé un. Veux-tu me faire mourir? M'a-t-il dit tout en colère. Jonatas laissa le vieux professeur dans le vestibule, en lui faisant signe de ne pas avancer. Mais il revint promptement avec une réponse favorable, et conduisit le vieil émérite à travers de somptueux appartements dont toutes les portes étaient ouvertes. Porriquet aperçut de loin son élève au coin d'une cheminée. Enveloppé d'une robe de chambre à grands dessins et plongé dans un fauteuil à ressort, Raphaël lisait le journal. L'extrême mélancolie à laquelle il paraissait être en proie était exprimée par l'attitude maladive de son corps affaissé. Elle était peinte sur son front, sur son visage pâle comme une fleur étiolée. Une sorte de grâce efféminée et les bizarreries particulières aux malades riches distinguaient sa personne. Ses mains, semblables à celles d'une jolie femme, avaient une blancheur molle et délicate. Ses cheveux blonds, devenus rares, se bouclaient autour de ses tempes par une coquetterie recherchée. Une calotte grecque, entraînée par un gland trop lourd pour le léger cachemire dont elle était faite, pendait sur un côté de sa tête. Il avait laissé tomber à ses pieds le couteau de malachite enrichi d'or dont il s'était servi pour couper les feuillets d'un livre.
Sur ses genoux était le bec d'ambre d'un magnifique houka de l'Inde, dont les spirales émaillées gisaient comme un serpent dans sa chambre, et il oubliait d'en sucer les frais parfums. Cependant, la faiblesse générale de son jeune corps était démentie par des yeux bleus où toute la vie semblait s'être retirée, où brillait un sentiment extraordinaire qui saisissait tout d'abord. Son regard faisait mal à voir. Les uns pouvaient y lire du désespoir, d'autres y devinèrent un combat intérieur, aussi terrible qu'un remords. C'était le coup d'œil profond de l'impuissant qui refoule ses désirs au fond de son cœur, ou celui de l'avare jouissant par la pensée de tous les plaisirs que son argent pourrait lui procurer, et s'y refusant pour ne pas amoindrir son trésor, ou le regard du Prométhée enchaîné, de Napoléon déchu qui apprend à l'Élysée, en 1815, la faute stratégique commise par ses ennemis, qui demande le commandement pour 24 heures, et ne l'obtient pas. Véritable regard de conquérant et de damné, et mieux encore, le regard que plusieurs mois auparavant, Raphaël avait jeté sur la scène, ou sur sa dernière pièce d'or mise au jeu. Il soumettait sa volonté, son intelligence, au grossier bon sens d'un vieux paysan, à peine civilisé, par une domesticité de 50 années. Presque joyeux de devenir une sorte d'automate, il abdiquait la vie pour vivre, et dépouillait son âme de toutes les poésies du désir. Pour mieux lutter avec la cruelle puissance dont il avait accepté le défi, il s'était fait chaste à la manière d'Origène, en châtrant son imagination. Le lendemain du jour où, soudainement enrichi par un testament, il avait vu décroître la peau de chagrin, il s'était trouvé chez son notaire. Là, un médecin assez en vogue avait raconté sérieusement, au dessert, la manière dont un Suisse attaqué de pulmonie s'en était guéri. Cet homme n'avait pas dit un mot pendant 10 ans, et s'était soumis à ne respirer que 6 fois par minute dans l'air épais d'une vacherie, en suivant un régime alimentaire extrêmement doux. Je serais cet homme, se dit en lui-même Raphaël, qui voulait vivre à tout prix. Au sein du luxe, il mena la vie d'une machine à vapeur. Quand le vieux professeur envisagea ce jeune cadavre, il tressaillit. Tout lui semblait artificiel dans ce corps fluet et débile. En apercevant le marquis à l'œil dévorant, au front chargé de pensées, il ne put reconnaître l'élève au teint frais et rose, aux membres juvéniles, dont il avait gardé le souvenir. Si le classique bonhomme, critique sagace et conservateur du bon goût, avait lu Lord Byron, il aurait cru voir Manfred là où il eût voulu voir Childe Harold. « Bonjour, père Porriquet, » dit Raphaël à son professeur en pressant les doigts glacés du vieillard dans une main brûlante et moite. « Comment vous portez-vous »« Mais moi, je vais bien, » répondit le vieillard effrayé par le contact de cette main fiévreuse. « Et vous ?»« Oh, j'espère me maintenir en bonne santé. »« Vous travaillez sans doute à quelque bel ouvrage ?»« Non, » répondit Raphaël. « Exegi monumentum, père Porriquet. J'ai achevé une grande page, et j'ai dit adieu pour toujours à la science. À peine sais-je où se trouve mon manuscrit. »« Le style en est pur, sans doute ?» demanda le professeur. « Vous n'aurez pas, j'espère, adopté le langage barbare de cette nouvelle école, qui croit faire merveille en inventant Ronsard. »« Mon ouvrage est une œuvre purement physiologique. »« Oh, tout est dit, » reprit le professeur. « Dans les sciences, la grammaire doit se prêter aux exigences des découvertes. Néanmoins, mon enfant, un style clair, harmonieux, la langue de Massillon, de Monsieur de Buffon, du grand Racine, un style classique, enfin, ne gâte jamais rien. Mais mon ami, reprit le professeur en s'interrompant, j'oubliais l'objet de ma visite. C'est une visite intéressée. » Se rappelant trop tard la verbeuse élégance et les éloquentes périphrases auxquelles un long professorat avait habitué son maître, Raphaël se repentit presque de l'avoir reçu. Mais au moment où il allait souhaiter de le voir dehors, il comprima promptement son secret désir en jetant un furtif coup d'œil à la peau de chagrin, suspendue devant lui et appliquée sur une étoffe blanche où ses contours fatidiques étaient soigneusement dessinés par une ligne rouge qui l'encadrait exactement. Depuis la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus léger de ses caprices, et vivait de manière à ne pas causer le moindre tressaillement à ce terrible talisman. La peau de chagrin était comme un tigre avec qui il lui fallait vivre, sans en réveiller la férocité. Il écouta donc patiemment les amplifications du vieux professeur, le père Porriquet, mit 1 heure à lui raconter les persécutions dont il était devenu l'objet depuis la Révolution de Juillet. Le bonhomme, voulant un gouvernement fort, avait émis le vœu patriotique de laisser des épiciers à leur comptoir, les hommes d'État au maniement des affaires publiques, les avocats au palais, les pairs de France au Luxembourg. Mais un des ministres populaires du roi citoyen l'avait banni de sa chaire en l'accusant de carlisme. Le vieillard se trouvait sans place, sans retraite et sans pain. Étant la providence d'un pauvre neveu dont il payait la pension au séminaire de Saint-Sulpice,
Il venait, moins pour lui-même que pour son enfant adoptif, prier son ancien élève de réclamer auprès du nouveau ministre non sa réintégration, mais l'emploi de proviseur dans quelques collèges de province. Raphaël était en proie à une somnolence invincible, lorsque la voix monotone du bonhomme cessa de retentir à ses oreilles. Obligé par politesse de regarder les yeux blancs et presque immobiles de ce vieillard au débit lent et lourd, il avait été stupéfié, magnétisé, par une inexplicable force d'inertie. « Eh bien, mon bon père Porriquet, répliqua-t-il sans savoir précisément à quelle interrogation il répondait, je n'y puis rien du tout. Je souhaite bien vivement que vous réussissiez. En ce moment, sans apercevoir l'effet que produisirent sur le front jaune et ridé du vieillard ces banales paroles, pleines d'égoïsme et d'insouciance, Raphaël se dressa comme un jeune chevreuil effrayé. Il vit une légère ligne blanche entre le bord de la peau noire et le dessin rouge. Il poussa un cri si terrible que le pauvre professeur en fut épouvanté. « Allez, vieille bête !» s'écria-t-il. « Vous serez nommé proviseur. Ne pouviez-vous pas me demander une rente viagère de 1000 écus plutôt qu'un souhait homicide ? Votre visite ne m'aurait rien coûté. Il y a 100 000 emplois en France, et je n'ai qu'une vie. Une vie d'homme vaut plus que tous les emplois du monde, Jonatas. » Jonatas parut. « Voilà de tes œuvres, triple sot. Pourquoi m'as-tu proposé de recevoir monsieur ?» dit-il en lui montrant le vieillard pétrifié. « T'ai-je remis mon âme entre les mains pour la déchirer ? Tu m'arraches en ce moment 10 années d'existence. Encore une faute comme celle-ci, et tu me conduiras à la demeure où j'ai conduit mon père. N'aurais-je pas mieux aimé posséder la belle Fédora que d'obliger cette vieille carcasse, espèce de haillon humain ? J'ai de l'or pour lui. D'ailleurs, quand tous les Porriquets du monde mourraient de faim, qu'est-ce que cela me ferait ?» La colère avait blanchi le visage de Raphaël. Une légère écume sillonnait ses lèvres tremblantes, et l'expression de ses yeux était sanguinaire. À cet aspect, les deux vieillards furent saisis d'un tressaillement convulsif, comme deux enfants en présence d'un serpent. Le jeune homme tomba sur son fauteuil. Il se fit une sorte de réaction dans son âme. Des larmes coulèrent abondamment de ses yeux flamboyants. « Oh, ma vie, ma belle vie !» dit-il. « Plus de bienfaisantes pensées, plus d'amour, plus rien !» Il se tourna vers le professeur. « Le mal est fait, mon vieil ami, » reprit-il d'une voix douce. « Je vous aurai largement récompensé de vos soins, et mon malheur aura, du moins, produit le bien d'un bon et digne homme. » Il y avait tant d'âme dans l'accent qui nuança ces paroles presque inintelligibles, que les deux vieillards pleurèrent comme on pleure en entendant un air attendrissant chanter dans une langue étrangère. « Il est épileptique, » dit Porriquet à voix basse. « Je reconnais votre bonté, mon ami, » reprit doucement Raphaël. « Vous voulez m'excuser ? La maladie est un accident. L'inhumanité serait un vice. Laissez-moi maintenant, ajouta-t-il. Vous recevrez demain ou après-demain, peut-être même ce soir, votre nomination, car la résistance a triomphé du mouvement. Adieu. » Le vieillard se retira, pénétré d'horreur, et en proie à de vives inquiétudes sur la santé morale de Valentin. Cette scène avait eu pour lui quelque chose de surnaturel. Il doutait de lui-même, et s'interrogeait comme s'il se fût réveillé après un songe pénible. « Écoute, Jonatas, » reprit le jeune homme en s'adressant à son vieux serviteur. « Tâche de comprendre la mission que je t'ai confiée. »« Oui, monsieur le marquis. »« Je suis comme un homme mis hors la loi commune. »« Oui, monsieur le marquis. »« Toutes les jouissances de la vie se jouent autour de mon lit de mort, et dansent comme de belles femmes devant moi. Si je les appelle, je meurs. Toujours la mort. Tu dois être une barrière entre le monde et moi. »« Oui, monsieur le marquis, » dit le vieux valet en essuyant les gouttes de sueur qui chargeaient son front ridé. « Mais si vous ne voulez pas voir de belles femmes, comment ferez-vous ce soir aux Italiens ? Une famille anglaise qui repart pour Londres m'a cédé le reste de son abonnement, et vous avez une belle loge. Oh, une loge superbe, aux premières !» Tombé dans une profonde rêverie, Raphaël n'écoutait plus. Voyez-vous cette fastueuse voiture, ce coupé simple en dehors de couleur brune, mais sur les panneaux duquel brille l'écusson d'une antique et noble famille. Quand ce coupé passe rapidement, les grisettes l'admirent, en convoitisent le satin jaune, le tapis de la savonnerie, la passementerie fraîche comme une paille de riz, les moelleux coussins et les glaces muettes. De laquais en livrée se tiennent derrière cette voiture aristocratique, mais au fond, sur la soie, gît une tête brûlante aux yeux cernés, la tête de Raphaël, triste et pensif. Fatale image de la richesse. Il court à travers Paris comme une fusée, arrive au péristyle du théâtre Favart, le marchepied se déploie, ses deux valets le soutiennent, une foule envieuse le regarde. « Qu'a-t-il fait celui-là pour être si riche ?
dit un pauvre étudiant en droit, qui, faute d'un écu, ne pouvait entendre les magiques accords de Rossini. Raphaël marchait lentement dans les corridors de la salle, il ne se promettait aucune jouissance de ces plaisirs si forts enviés jadis. En attendant le second acte de la Sémiramidée, il se promenait au foyer, errait à travers les galeries, insouciant de sa loge dans laquelle il n'était pas encore entré. Le sentiment de la propriété n'existait déjà plus au fond de son cœur. Semblable à tous les malades, il ne songeait qu'à son mal. Appuyé sur le manteau de la cheminée, autour de laquelle abondaient au milieu du foyer les jeunes et vieux élégants, d'anciens et de nouveaux ministres, des pères sans péri et des péris sans père, tels que les a faites la Révolution de Juillet, enfin tout un monde de spéculateurs et de journalistes, Raphaël vit à quelques pas de lui, parmi toutes les têtes, une figure étrange et surnaturelle. Il s'avança en clignant les yeux fort insolemment vers cet être bizarre, afin de le contempler de plus près. Quelle admirable peinture, se dit-il. Les sourcils, les cheveux, la virgule à la Mazarin que montrait vaniteusement l'inconnu, étaient teints en noir, mais appliqués sur une chevelure sans doute trop blanche, le cosmétique avait produit une couleur violâtre et fausse, dont les teintes changeaient suivant les reflets plus ou moins vifs des lumières. Son visage étroit et plat, dont les rides étaient comblées par d'épaisses couches de rouge et de blanc, exprimait à la fois la ruse et l'inquiétude. Cette enluminure manquait à quelques endroits de la face et faisait singulièrement ressortir sa décrépitude et son teint plombé. Aussi était-il impossible de ne pas rire en voyant cette tête au menton pointu, au front proéminent, assez semblable à ces grotesques figures de bois sculptées en Allemagne par les bergers pendant leurs loisirs. En examinant tour à tour ce vieil Adonis et Raphaël, un observateur aurait cru reconnaître dans le marquis les yeux d'un jeune homme sous le masque d'un vieillard, et dans l'inconnu, les yeux ternes d'un vieillard sous le masque d'un jeune homme. Valentin cherchait à se rappeler en quelles circonstances il avait vu ce petit vieux sec, bien cravaté, botté en adulte, qui faisait sonner ses éperons et se croiser les bras comme s'il avait toutes les forces d'une pétulante jeunesse à dépenser. Sa démarche n'accusait rien de gêné, ni d'artificiel. Son élégant habit, soigneusement boutonné, déguisait une antique et forte charpente, en lui donnant la tournure d'un vieux fat qui suit encore les modes. Cette espèce de poupée pleine de vie avait pour Raphaël tous les charmes d'une apparition, et il le contemplait comme un vieux Rembrandt enfumé, récemment restauré, verni, mis dans un cadre neuf. Cette comparaison lui fit retrouver la trace de la vérité dans ses confus souvenirs. Il reconnut le marchand de curiosités, l'homme auquel il devait son malheur. En ce moment, un rire muet échappait à ce fantastique personnage, et se dessinait sur ses lèvres froides, tendues par un faux râtelier. À ce rire, la vive imagination de Raphaël lui montra dans cet homme de frappantes ressemblances avec la tête idéale que les peintres ont donnée au Méphistophélès de Goethe. Mille superstitions s'emparèrent de l'âme forte de Raphaël. Il crut alors à la puissance du démon, à tous les sortilèges rapportés dans les légendes du Moyen-Âge et mises en œuvre par les poètes. Se refusant avec horreur au rôle de Faust, il invoqua soudain le ciel, ayant comme les mourants une foi fervente en Dieu, en la Vierge Marie. Une radieuse et fraîche lumière lui permit d'apercevoir le ciel de Michel-Ange et de Sanzio d'Urbain. Des nuages, un vieillard à la barbe blanche, des têtes ailées, une belle femme assise dans une auréole. Maintenant il comprenait. Il adoptait ces admirables créations dont les fantaisies presque humaines lui expliquaient son aventure et lui permettaient encore un espoir. Mais quand ses yeux retombèrent sur le foyer des Italiens, au lieu de la Vierge, il vit une ravissante fille, la détestable Phrasy, cette danseuse au corps souple et léger qui, vêtue d'une robe éclatante couverte de perles orientales, arrivait impatiente de son vieillard impatient, et venait se montrer, insolente, le front hardi, les yeux pétillants, à ce monde envieux et spéculateur pour témoigner de la richesse sans borne du marchand dont elle dissipait les trésors. Raphaël se souvint du souhait goguenard par lequel il avait accueilli le fatal présent du vieux homme, et savoura tous les plaisirs de la vengeance en contemplant l'humiliation profonde de cette sagesse sublime dont naguère la chute semblait impossible. Le funèbre sourire du centenaire s'adressait à Euphrasie, qui répondit par un mot d'amour. Il lui offrit son bras desséché, fit 2 ou 3 fois le tour du foyer, recueillit avec délice les regards de la passion et les compliments jetés par la foule à sa maîtresse, sans voir les rires dédaigneux, sans entendre les railleries mordantes dont il était l'objet. « Dans quel cimetière cette jeune goule a-t-elle déterré ce cadavre » s'écria le plus élégant de tous les romantiques. Euphrasie se prit à sourire. Le railleur était un jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus et brillants, svelte, portant moustache, ayant un frac écourté, le chapeau sur l'oreille,
la repartie vive, tout le langage du genre. Combien de vieillards, se dit Raphaël en lui-même, couronnent une vie de probité, de travail, de vertu par une folie. Celui-ci a les pieds froids et fait l'amour. Eh bien, monsieur, s'écriait Valentin en arrêtant le marchand et lançant une œillade à Euphrasie. Ne vous souvenez-vous plus des sévères maximes de votre philosophie? Ah, répondit le marchand d'une voix déjà cassée. Je suis maintenant heureux comme un jeune homme. J'avais pris l'existence au rebours. Il y a toute une vie dans une heure d'amour. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. C'est l'heure de la pause. Alors je sais que encore une fois la coupe dans ma lecture se fait un petit peu au hasard en plein milieu du texte. Malheureusement, je suis obligé, je suis un peu contraint de faire ça parce que c'est des bons gros morceaux de lecture et que le texte est organisé en parties gigantesques, sans chapitres, qui a très très peu de retour à la ligne. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi de jauger le moment où il est bon de s'arrêter, malheureusement. Donc là, je me suis arrêté parce que je me suis dit que c'était pas mal de ce que j'ai cru entrevoir sur la suite du texte. Ça me semble pas mal d'arrêter maintenant puisque on vient du coup de retrouver le vieillard qui a donné le talisman, donc la peau de chagrin, à Raphaël. Et apparemment, on va passer à autre chose juste après, mais c'est assez étonnant. Et du coup, c'est marrant parce que c'est très bien fait, je trouve, qu'on retrouve le vieillard et qu'il jouisse de la vie, entre guillemets, puisqu'il est en bonne compagnie avec Euphrasie, a priori. C'est marrant de retrouver ça, et qu'il y ait presque cette plaisanterie entre Raphaël et lui, en ayant vu justement tout ce qui est advenu de Raphaël. Et je trouve que l'évolution du personnage est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup ce délire de... Bah en fait, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais lors de la fin du live précédent. Dans beaucoup d'œuvres, le fait d'avoir fait un pacte avec le diable, ou d'avoir un génie, ou quoi que ce soit, et de pouvoir faire des souhaits ou des vœux, ferait que la personne en ferait plein, et au bout d'un moment, elle se rendrait compte que ça a des inconvénients, que c'est pas bien, etc. Et du coup, la résolution de l'affaire, ça serait qu'elle arrête d'en faire, entre guillemets. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est le contre-pied de ça. Dès le début, après seulement 2 souhaits, le personnage, Raphaël, comprend direct, et il se dit, ok, bah, si le vieillard m'a dit que la peau de chagrin allait rétrécir, et que ça allait me coûter cher, et que, en effet, les vœux et les souhaits fonctionnent, ça veut dire que, en effet, ça va me coûter cher, et il faut que je fasse attention. Et du coup, j'adore tellement la psychose, la paranoïa dans laquelle entre Raphaël, qui ne veut plus avoir lien à personne, qui ne veut plus avoir à parler avec personne pour ne pas devoir accidentellement souhaiter quelque chose, et du coup perdre du temps de vie. Et du coup, c'est vachement intéressant sur plein de domaines. Mais du coup, là, en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que c'était intéressant de voir le distinguo pour avoir un gros contraste entre l'homme qui avait précédemment le talisman et qui maintenant vit sa meilleure vie, entre guillemets, et du coup Raphaël qui, maintenant qu'il a le talisman, est enfermé chez lui, etc. Enfin, très bien joué, je trouve, d'avoir fait ça en termes de structure, purement structure littéraire. Très bien foutu, je trouve. Et du coup, Jumpy, bah, je t'ai pas souhaité bonsoir vu que j'ai vu que t'étais reparti entre temps, mais en tout cas, merci d'être passé si tu regardes cette rediffusion. Enfin, si tu regardes ce live en rediffusion, tu me verras au moins dire ça. Merci d'être passé. Et, je suis désolé que t'aies pas pu changer la qualité du live, c'est bizarre parce que chez moi on peut. Je sais pas ce qui ne fonctionne pas, malheureusement. En tout cas, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça. Alors là, je parle de ma life, mais. Je parle de ma life, mais moi, ça me fait vachement réfléchir le chapitre qu'on vient de lire, par exemple, parce que ça rejoint des discussions que j'ai eues récemment avec des amis, notamment Jumpy, par exemple, sur le fait que, en ce moment, bah, j'en ai parlé en live sur The Witness, genre, je parle trop de ma vie, en fait. Mais bon, bref. Sur le fait que récemment, j'avais l'impression que ma seule manière d'avancer dans la vie, c'est de ne plus avoir d'espoir. Ça semble hyper triste, et moi-même je trouve ça hyper triste, mais en même temps je fais pas exprès, c'est genre,
Je suis comme ça en ce moment, j'ai pas fait exprès, j'ai pas choisi d'être comme ça et j'aimerais ne pas être comme ça, mais en ce moment, c'est un peu comme ça que je suis. Parce que j'ai vécu des trucs traumatisants, on va dire. Et du coup, c'est un peu la seule manière dont j'arrive à continuer, on va dire. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure, pendant le live, que je vous disais que j'allais pas trop bien, vous voyez quoi. Vous voyez un peu le délire. Enfin bon, bref, ça fait genre que je suis vraiment ultra déprimé et tout, mais bon, bref. En vrai, ça va. En vrai, ça va, mais c'est juste que je trouve ça un peu triste, un peu dommage. Et justement, c'est marrant parce que c'est exactement la réflexion que je faisais. C'est que je me sens un peu comme le personnage de Raphaël, comme il le décrivait dans le chapitre précédent. Et à la fois, j'ai l'impression que en fait, si t'arrêtes de vivre avec l'espoir, si t'arrêtes de vivre avec le désir, et bah tu vis pas vraiment. Et je pense vaut mieux foncer et avoir du désir et avoir de l'espoir et être déçu, voire être totalement démoli, machin, nan, que d'être hyper frileux, être hyper sécuritaire, de n'avoir plus espoir en rien et de plus oser rien faire entre guillemets, enfin de plus oser entreprendre rien du tout. Et là en fait c'est un peu ce que démontre le début de ce chapitre l'agonie, je trouve, avec bah, du coup le portrait de Raphaël qui a l'air malade à vouloir tellement sauvegarder sa vie qu'il ne fait plus rien, à vouloir tellement sauvegarder sa vie que de ses propres mots il se coupe du monde. Et ouais, je trouve ça vachement intéressant cette image qui nous est montrée. Et je trouve ça cool aussi, bah, c'est une chose que je disais souvent en live, même si c'est arrivé peu, mais c'est rare que le héros d'un roman ne soit pas, vraiment le mec, comment dire, éclatant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Alors si, ça arrive souvent que le héros d'un roman, ce soit un peu le loser et qu'ensuite il devienne quelqu'un de génial. Mais là, il n'y a pas ça, je trouve. Là, Raphaël, il est pas complètement génial ou complètement naze. Il est juste dans un état spécial de déprime, de parano, de machin, hein. Mais bref, en tout cas, le personnage est plus complexe et j'aime bien que le héros d'un roman soit complexe, soit pas monolithique. Et j'aime bien qu'il soit pas forcément trop sympathique. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là, c'est pas qu'il est apathique, mais il est pas non plus sympathique. Il est random entre guillemets. Et j'aime beaucoup ça, moi personnellement. Je trouve ça vachement plus intéressant. Enfin bref, du coup, je trouve ça vachement intéressant à suivre. Et j'aime beaucoup le début de ce chapitre. J'ai très hâte plutôt, de voir la suite des événements. Je pense qu'on va recommencer la lecture sans plus attendre d'ailleurs. Les lives devraient être plus courts, c'est ce que je disais, hein. Jusqu'à la fin des lives de lecture sur la peau de chagrin, ça devrait être un chouïa plus court, étant donné que je vais plus lire que 15 et 15 pages, alors qu'avant je faisais grosso modo 20 et 15 pages ou 20 et 20 pages. Ça dépendait des fois. Mais voilà, c'est juste pour avoir des lives à peu près équilibrés. En plus, là, j'ai assez peu parlé en introduction et assez peu parlé durant cette pause. Du coup, il y a grave moyen que ça dure moins longtemps. Mais on va enchaîner sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais dire l'agonie, suite, mais dans le bouquin, c'est juste, ça continue. Il n'y a pas de pause. Donc on va prendre la suite directe de ce que j'étais en train de vous lire juste avant. Et du coup, il faudrait que je m'arrête dans les pages 230, quelque chose comme ça. En vrai, je pourrais m'arrêter page 233, si je voulais faire les choses vraiment bien équilibrées. Mais ça a l'air d'être en plein dialogue. Donc on verra un petit peu comment je m'arrange avec la réalité. On verra comment je vais faire, parce que ça a l'air d'être en plein dialogue dans ces pages-là. Et m'arrêter en dialogue, c'est vraiment compliqué pour le coup. Bon, je verrai quand je y serai, et puis tant pis, je ferai peut-être une coupe un peu abrupte, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Quitte à, comme les autres fois, au prochain live, relire un paragraphe en arrière pour mieux rattacher les wagons entre les deux lectures. C'est quand même plus facile les lectures où il y a des chapitres, hein. Enfin bref, on va poursuivre. Je vous souhaite encore une fois une bonne écoute à tous. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent.
sur Twitch en live. Et bonne écoute à tous ceux qui nous regardent sur YouTube en rediffusion. A tout à l'heure pour l'outro du live. L'agonie. Suite. En ce moment, les spectateurs entendirent la sonnette de rappel et quittèrent le foyer pour se rendre à leur place. Le vieillard et Raphaël se séparèrent. En entrant dans sa loge, le marquis aperçut Fedora, placée à l'autre côté de la salle, précisément en face de lui. Sans doute arrivée depuis peu, la comtesse rejetait son écharpe en arrière, se découvrait le cou, faisait les petits mouvements indescriptibles d'une coquette occupée à se poser. Tous les regards étaient concentrés sur elle. Un jeune pair de France l'accompagnait. Elle lui demanda la lorgnette qu'elle lui avait donnée à porter. À son geste, à la manière dont elle regarda ce nouveau partenaire, Raphaël devina la tyrannie à laquelle son successeur était soumis. Fasciné sans doute comme il l'avait été jadis, dupé comme lui luttant avec toute la puissance d'un amour vrai contre les froids calculs de cette femme, ce jeune homme devait souffrir les tourments auxquels Valentin avait heureusement renoncé. Une joie inexprimable anima la figure de Fedora, quand, après avoir braqué sa lorgnette sur toutes les loges et rapidement examiné les toilettes, elle eut la conscience d'écraser par sa parure et par sa beauté les plus jolies, les plus élégantes femmes de Paris. Elle se mit à rire pour montrer ses dents blanches, agita sa tête ornée de fleurs pour se faire admirer. Son regard alla de loge en loge, se moquant d'un béret gauchement posé sur le front d'une princesse russe ou d'un chapeau manqué qui coiffait horriblement mal la fille d'un banquier. Tout à coup, elle pâlit en rencontrant les yeux fixes de Raphaël. Son amant dédaigné la foudroya par un intolérable coup d'œil de mépris. Quand aucun de ses amants bannis ne méconnaissait sa puissance, Valentin, seul dans le monde, était à l'abri de ses séductions. Un pouvoir impunément bravé touche à sa ruine. Cette maxime est gravée plus profondément au cœur d'une femme qu'à la tête des rois. Aussi Fedora voyait-elle en Raphaël la mort de ses prestiges et de sa coquetterie. Un mot, dit par lui la veille à l'opéra, était déjà devenu célèbre dans les salons de Paris. Le tranchant de cette terrible épigramme avait fait à la comtesse une blessure incurable. En France, nous savons cautériser une plaie, mais nous n'y connaissons pas encore de remède au mal que produit une phrase. Au moment où toutes les femmes regardèrent alternativement le marquis et la comtesse, Fedora aurait voulu l'abîmer dans les oubliettes de quelques bastilles, car malgré son talent pour la dissimulation, ses rivales devinèrent sa souffrance. Enfin, sa dernière consolation lui échappa. Ces mots délicieux, « Je suis la plus belle », cette phrase éternelle, qui calmait tous les chagrins de sa vanité, devint un mensonge. À l'ouverture du second acte, une femme vint se placer près de Raphaël, dans une loge qui, jusqu'alors, était restée vide. Le parterre entier laissa échapper un murmure d'admiration. Cette mère de face humaine agita ses lames intelligentes, et tous les yeux regardèrent l'inconnu. Jeunes et vieux firent un tumulte si prolongé que, pendant le lever du rideau, les musiciens de l'orchestre se tournèrent d'abord pour réclamer le silence, mais ils s'unirent aux applaudissements et en accrurent les confuses rumeurs. Des conversations animées s'établirent dans chaque loge. Les femmes s'étaient toutes armées de leurs jumelles, les vieillards rajeunis nettoyaient avec la peau de leurs gants le verre de leurs lorgnettes. L'enthousiasme se calma par degrés. Les chants retentirent sur la scène, tout rentra dans l'ordre. La bonne compagnie, honteuse d'avoir cédé à un mouvement naturel, reprit la froideur aristocratique de ses manières polies. Les riches veulent ne s'étonner de rien. Ils doivent reconnaître au premier aspect d'une belle œuvre le défaut qui les dispensera de l'admiration, sentiment vulgaire. Cependant quelques hommes restèrent immobiles sans écouter la musique, perdus dans un ravissement naïf, occupés à contempler la voisine de Raphaël. Valentin aperçut dans une baignoire, et près d'Aquilina, l'ignoble et sanglante figure de Taillefer, qui lui adressait une grimace approbative. Puis il vit Émile, qui debout à l'orchestre semblait lui dire « Mais regarde donc la belle créature qui est près de toi !» Enfin Rastignac, assis près de madame de Nucingen, je sais pas trop comment on prononce, pardon. Enfin Rastignac, assis près de madame de Nucingen et de sa fille, tortillait ses gants comme un homme au désespoir d'être enchaîné là, sans pouvoir aller près de la divine inconnue. La vie de Raphaël dépendait d'un pacte encore inviolé, qu'il avait fait lui-même. Il s'était promis de ne jamais regarder attentivement aucune femme, et pour se mettre à l'abri d'une tentation, il portait un lorgnon dont le verre microscopique, artistement disposé, détruisait l'harmonie des plus beaux traits, en leur donnant un hideux aspect. Encore en proie à la terreur qu'il avait saisie le matin, quand pour un simple vœu de politesse le talisman s'était si promptement resserré, Raphaël résolut fermement de ne pas se retourner vers sa voisine. Assis comme une duchesse,
il présentait le dos au coin de sa loge et dérobait avec impertinence la moitié de la scène à l'inconnu, ayant l'air de la mépriser, d'ignorer même qu'une jolie femme se trouvait derrière lui. La voisine copiait avec exactitude la posture de Valentin. Elle avait appuyé son coude sur le bord de la loge et se mettait la tête de trois quarts en regardant les chanteurs, comme si elle se fût posée devant un peintre. Ces deux personnes ressemblaient à deux amants brouillés qui se boudent, se tournent le dos et vont s'embrasser au premier mot d'amour. Par moments, les légers marabouts ou les cheveux de l'inconnu effleuraient la tête de Raphaël et lui causaient une sensation voluptueuse contre laquelle il luttait courageusement. Bientôt, il sentit le doux contact des ruches de blonde qui garnissaient le tour de la robe. La robe elle-même fit entendre le murmure efféminé de ses plis, frissonnamment plein de molle sorcellerie. Enfin, le mouvement imperceptible imprimé par la respiration à la poitrine, au dos, aux vêtements de cette jolie femme, toute sa vie suave se communiqua soudain à Raphaël comme une étincelle électrique. Le tulle et la dentelle transmirent fidèlement à son épaule chatouillée la délicieuse chaleur de ce dos blanc et nu. Par un caprice de la nature, ces deux êtres, désunis par le bon ton, séparés par les abîmes de la mort, respirèrent ensemble et pensèrent peut-être l'un à l'autre. Les peinés parfums de l'aloès achevèrent d'enivrer Raphaël. Son imagination, irritée par un obstacle, et que les entraves rendaient encore plus fantasque, lui dessina rapidement une femme entrée de feu. Il se retourna brusquement. Choqué sans doute de se trouver en contact avec un étranger, l'inconnu fit un mouvement semblable. Leurs visages, animés par la même pensée, restèrent en présence. « Pauline ? Monsieur Raphaël !» Pétrifiés l'un et l'autre, ils se regardèrent un instant en silence. Raphaël voyait Pauline dans une toilette simple et de bon goût. À travers la gaze qui couvrait chastement son corsage, des yeux habiles pouvaient apercevoir une blancheur de lys et deviner des formes qu'une femme eût admirées. Puis c'était toujours sa modestie virginale, sa céleste candeur, sa gracieuse attitude. L'étoffe de sa manche accusait le tremblement qui faisait palpiter le corps comme palpitait le cœur. « Oh, venez demain, dit-elle, venez à l'hôtel Saint-Quentin y reprendre vos papiers. J'y serai à midi. Soyez exact. » Elle se leva précipitamment et disparut. Raphaël voulut suivre Pauline. Il craignit de la compromettre. Resta, regarda Fédora, la trouva laide. Mais ne pouvant comprendre une seule phrase de musique, étouffant dans cette salle, le cœur plein, il sortit et revint chez lui. « Jonatas, dit-il à son vieux domestique au moment où il fut dans son lit, donne-moi une demi-goutte de laudanum sur un morceau de sucre, et demain ne me réveille qu'à midi moins 20... Pardon. Je vais reprendre cette phrase. Jonatas, dit-il à son vieux domestique au moment où il fut dans son lit, donne-moi une demi-goutte de laudanum sur un morceau de sucre, et demain ne me réveille qu'à midi moins 20 minutes. Je veux être aimé de Pauline, s'écria-t-il le lendemain en regardant le talisman avec une indéfinissable angoisse. La peau ne fit aucun mouvement. Elle semblait avoir perdu sa force contractile. Elle ne pouvait sans doute pas réaliser un désir accompli déjà. « Ah !» s'écria Raphaël en se sentant délivré comme d'un manteau de plomb qu'il avait porté depuis le jour où le talisman lui avait été donné. « Tu mens. Tu ne m'obéis donc pas. Le pacte est rompu. Je suis libre. Je vivrai. C'était donc une mauvaise plaisanterie. » En disant ces paroles, il n'osait pas croire à sa propre pensée. Il se mit aussi simplement qu'il l'était jadis et voulut aller à pied à son ancienne demeure, en essayant de se reporter en idée à ces jours heureux où il se livrait sans danger à la furie de ses désirs, où il n'avait point encore jugé toutes les jouissances humaines. Il marchait, voyant non plus la Pauline de l'hôtel Saint-Quentin, mais la Pauline de la veille, cette maîtresse accomplie, si souvent rêvée, jeune fille spirituelle, aimante, artiste, comprenant les poètes, comprenant la poésie, et vivant au sein du luxe. En un mot, Fédora douée d'une belle âme, ou Pauline comtesse et 2 fois millionnaire comme l'était Fédora. Quand il se trouva sur le seuil usé, sur la dalle cassée de cette porte où tant de fois il avait eu des pensées de désespoir, une vieille femme sortit de la salle et lui dit « N'êtes-vous pas monsieur Raphaël de Valentin ?»« Oui, ma bonne mère, répondit-il. »« Vous connaissez votre ancien logement, reprit-elle. Vous y êtes attendu. »« Cet hôtel est-il toujours tenu par madame Gaudin ?» demanda-t-il. « Oh non, monsieur. Maintenant madame Gaudin est baronne. Elle est dans une belle maison à elle, de l'autre côté de l'eau. Son mari est revenu. Dame, il a rapporté des 1000 et des 100. L'on dit qu'elle pourrait acheter tout le quartier Saint-Jacques si elle le voulait. Elle m'a donné gratis son fonds et son restant de bail. Ah, c'est une bonne femme tout de même. Elle n'est pas plus fière aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. » Raphaël monta lestement à sa mansarde
et quand il atteignit les dernières marches de l'escalier, il entendit les sons du piano. Pauline était là, modestement vêtue d'une robe de percaline, mais la façon de la robe, les gants, le chapeau, le châle, négligemment jetés sur le lit, révélaient toute une fortune. « Ah, vous voilà donc !» s'écria Pauline en tournant la tête et se levant par un naïf mouvement de joie. Raphaël vint s'asseoir près d'elle, rougissant, honteux, heureux. Il la regarda sans rien dire. « Pourquoi nous avez-vous quittés ?» reprit-elle en baissant les yeux au moment où son visage s'empourpra. « Qu'êtes-vous devenu ?»« Ah, Pauline, je suis bien malheureux encore. »« Là !» s'écria-t-elle tout attendrie. « J'ai deviné votre sort hier en vous voyant bien mis, riche en apparence, mais en réalité, hein, monsieur Raphaël, est-ce toujours comme autrefois ?» Valentin ne put retenir quelques larmes. Elles roulèrent dans ses yeux. Il s'écria. « Pauline, je... » Il n'acheva pas. Ses yeux étincelèrent d'amour, et son cœur déborda dans son regard. « Oh, il m'aime, s'écria Pauline. Raphaël fit un signe de tête, car il se sentit hors d'état de prononcer une seule parole. À ce geste, la jeune fille lui prit la main, la serra, et lui dit tantôt riant, tantôt sanglotant. « Riche, riche, heureux, riche, ta Pauline est riche, mais moi je devrais être bien pauvre aujourd'hui. J'ai 1000 fois dit que je paierais ce mot. Il m'aime, de tous les trésors de la terre. Oh mon Raphaël, j'ai des millions. Tu aimes le luxe, tu seras content. Mais tu dois aimer mon cœur aussi. Il y a tant d'amour pour toi dans ce cœur. Tu ne sais pas? Mon père est revenu. Je suis une riche héritière. Ma mère et lui me laissent entièrement maîtresse de mon sort. Je suis libre, comprends-tu? En proie à une sorte de délire, Raphaël tenait les mains de Pauline, et les baisait si ardemment, si avidement, que son baiser semblait être une sorte de convulsion. Pauline se dégagea les mains, les jeta sur les épaules de Raphaël et le saisit. Ils se comprirent, se serrèrent et s'embrassèrent avec cette sainte et délicieuse ferveur, dégagée de toute arrière-pensée, dont se trouve empreint un seul baiser, le premier baiser par lequel deux âmes prennent possession d'elles-mêmes. « Ah !» s'écria Pauline en retombant sur la chaise. « Je ne veux plus te quitter. Je ne sais d'où me vient tant de hardiesse, » reprit-elle en rougissant. « De la hardiesse, ma Pauline? Oh, ne crains rien, c'est de l'amour vrai, profond, éternel comme le mien, n'est-ce pas? Oh, parle, parle, dit-elle. Ta bouche a été si longtemps muette pour moi. Tu m'aimais donc? Oh Dieu, si je t'aimais! Combien de fois j'ai pleuré, là, tiens, en faisant ta chambre, déplorant ta misère et la mienne. Je me serais vendu au démon pour t'éviter un chagrin. Aujourd'hui, mon Raphaël, car tu es bien à moi cette belle tête, à moi ton cœur. Oh oui, ton cœur surtout, éternelle richesse. Eh bien, où en suis-je? Reprit-elle après une pause. Ah, m'y voici. Nous avons 3, 4, 5 millions, je crois. Si j'étais pauvre, je tiendrais peut-être à porter ton nom, à être nommée ta femme. Mais en ce moment, je voudrais te sacrifier le monde entier. Je voudrais être encore et toujours ta servante. Va, Raphaël, en t'offrant mon cœur, ma personne, ma fortune. Je ne te donnerai rien de plus aujourd'hui que le jour où j'ai mis là, dit-elle en montrant le tiroir de la table, certaines pièces de 100 sous. Oh, comme alors ta joie m'a fait mal. Pourquoi es-tu riche? S'écria Raphaël. Pourquoi n'as-tu pas de vanité? Je ne puis rien pour toi. Il se tordit les mains de bonheur, de désespoir, d'amour. Quand tu seras Madame la Marquise de Valentin, je te connais, âme céleste. Ce titre et ma fortune ne vaudront pas un seul de tes cheveux, s'écria-t-elle. Moi aussi j'ai des millions. Mais que sont maintenant les richesses pour nous? Ah, j'ai ma vie, je puis te l'offrir, prends-la. Oh, ton amour, Raphaël, ton amour vaut le monde. Comment? Ta pensée est à moi? Mais je suis la plus heureuse des heureuses. On va nous entendre, dit Raphaël. Eh, il n'y a personne, répondit-elle en laissant échapper un geste mutin. Eh bien, viens, s'écria Valentin en lui tendant les bras. Elle sauta sur ses genoux et joignit ses mains autour du cou de Raphaël. Embrassez-moi, dit-elle, pour tous les chagrins que vous m'avez donnés, pour effacer la peine que vos joies m'ont faite, pour toutes les nuits que j'ai passées à peindre mes écrans. Tes écrans? Puisque nous sommes riches, mon trésor, je puis te dire tout. Pauvre enfant, combien il est facile de tromper les hommes d'esprit. Est-ce que tu pouvais avoir des gilets blancs et des chemises propres 2 fois par semaine, pour 3 francs de blanchissage par mois? Mais tu buvais 2 fois plus de lait qu'il ne t'en revenait pour ton argent. Je t'attrapais sur tout. Le feu, l'huile et l'argent donc. Oh mon Raphaël, ne me prends pas pour femme, dit-elle en riant. Je suis une personne trop astucieuse. Mais comment faisais-tu donc? Je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, répondit-elle, et je donnais à ma mère une moitié du prix de mes écrans, à toi l'autre. Ils se regardèrent pendant un moment,
tous deux hébétés de joie et d'amour. « Oh » s'écria Raphaël, « nous paierons sans doute un jour ce bonheur par quelque effroyable chagrin. »« Serais-tu mariée » cria Pauline. « Ah, je ne veux te céder à aucune femme. »« Je suis libre, ma chérie. »« Libre, répéta-t-elle. Libre et à moi. » Elle se laissa glisser sur ses genoux, joignit les mains et regarda Raphaël avec une dévotieuse ardeur. « J'ai peur de devenir folle. Comme tu es gentil, reprit-elle en passant une main dans la blonde chevelure de son amant. Est-elle bête, ta comtesse Fédora? Quel plaisir j'ai ressenti hier en me voyant saluée par tous ces hommes. Elle n'a jamais été applaudie, elle. Dis, chère, quand mon dos a touché ton bras, j'ai entendu en moi je ne sais quelle voix qui m'a crié. Il est là. Je me suis retournée, et je t'ai vu. Oh, je me suis sauvée, je me sentais l'envie de te sauter au cou devant tout le monde. Tu es bien heureuse de pouvoir parler, s'écria Raphaël. Moi j'ai le cœur serré. Je voudrais pleurer, je ne puis. Ne me retire pas ta main. Il me semble que je resterai pendant toute ma vie à te regarder ainsi, heureux, content. Oh, répète-moi cela, mon amour. Et que sont les paroles, reprit Valentin en laissant tomber une larme chaude sur les mains de Pauline. Plus tard, j'essaierai de te dire mon amour. En ce moment, je ne puis que le ressentir. Oh, s'écria-t-elle, cette belle âme, ce beau génie, ce cœur que je connais si bien. Tout est à moi, comme je suis à toi. Pour toujours, ma douce créature, dit Raphaël d'une voix émue. Tu seras ma femme, mon bon génie. Ta présence a toujours dissipé mes chagrins et rafraîchi mon âme. En ce moment, ton sourire angélique m'a pour ainsi dire purifié. Je crois commencer une nouvelle vie. Le passé cruel et mes tristes folies me semblent n'être plus que de mauvais songes. Je suis pur, près de toi. Je sens l'air du bonheur. Oh, sois là toujours, ajouta-t-il en la pressant saintement sur son cœur palpitant. Vienne la mort quand elle voudra, s'écria Pauline en extase. J'ai vécu. Heureux qui devinera leur joie, il les aura connus. Oh, mon Raphaël, dit Pauline après quelques heures de silence, je voudrais qu'à l'avenir, personne n'entrât dans cette chère mansarde. Il faut murer la porte, mettre une grille à la lucarne et acheter la maison, répondit le marquis. C'est cela, dit-elle. Puis, après un moment de silence, nous avons un peu oublié de chercher tes manuscrits. Ils se prirent à rire avec une douce innocence. Bah, je me moque de toutes les sciences, dit Raphaël. Ah, monsieur, et la gloire? Tu es ma seule gloire. Tu étais bien malheureux en faisant ces petits pieds de mouche, dit-elle en feuilletant les papiers. Ma Pauline. Oh oui, je suis ta Pauline. Eh bien, où demeures-tu donc? Rue Saint-Lazare et toi? Rue de Varennes. Comme nous serons loin l'un de l'autre, jusqu'à ce que... Elle s'arrêta en regardant son ami d'un air coquet et malicieux. Mais, répondit Raphaël, nous avons tout au plus une quinzaine de jours à rester séparés. Vrai! Dans 15 jours nous serons mariés! Elle sauta comme un enfant. Oh, je suis une fille dénaturée, reprit-elle. Je ne pense plus ni à père, ni à mère, ni à rien dans le monde. Tu ne sais pas, pauvre chérie, mon père est bien malade. Il est revenu des Indes, bien souffrant. Il a manqué mourir au Havre, où nous sommes allés le chercher. Ah, Dieu! S'écria-t-elle en regardant l'heure à sa montre. Déjà 3 heures? Je dois me trouver à son réveil. À 4 heures, je suis la maîtresse au logis. Ma mère fait toutes mes volontés, mon père m'adore, mais je ne veux pas abuser de leur bonté. Ce serait mal. Le pauvre père, c'est lui qui m'a envoyé aux Italiens hier. Tu viendras le voir demain, n'est-ce pas? Madame la marquise de Valentin veut-elle me faire l'honneur d'accepter mon bras? Ah, je vais emporter la clé de cette chambre, reprit-elle. N'est-ce pas un palais, notre trésor? Pauline, encore un baiser? 1000, mon Dieu, dit-elle en regardant Raphaël. Ce sera toujours ainsi. Je crois rêver. Ils descendirent lentement l'escalier, puis bien unis, marchant du même pas, tressaillant ensemble sous le poids du même bonheur, se serrant comme deux colombes, ils arrivèrent sur la place de la Sorbonne, où la voiture de Pauline attendait. Je veux aller chez toi, s'écria-t-elle. Je veux voir ta chambre, ton cabinet, et m'asseoir à la table sur laquelle tu travailles. Ce sera comme autrefois, ajouta-t-elle en rougissant. Joseph, dit-elle à un valet, je vais rue de Varennes, avant de retourner à la maison. Il est 3h15, et je dois être revenu à 4. Georges pressera les chevaux. Et les deux amants furent en peu d'instants menés à l'hôtel de Valentin. Oh, je suis contente d'avoir examiné tout cela, s'écria Pauline en chiffonnant la soie des rideaux qui drapaient le lit de Raphaël. Quand je m'endormirai, je serai là en pensée. Je me figurerai ta chère tête sur cet oreiller. Dis-moi, Raphaël, tu n'as pris conseil de personne pour meubler ton hôtel? De personne. Bien vrai? Ce n'est pas une femme qui... Pauline. Oh, je me sens une affreuse jalousie. Tu as bon goût.
Je veux avoir demain un lit pareil au tien. Raphaël, ivre de bonheur, saisit Pauline. Oh, mon père, dit-elle. Je vais donc te reconduire, car je veux te quitter le moins possible, s'écria Valentin. Combien tu es aimant. Je n'osais pas te le proposer. N'es-tu donc pas ma vie? Il serait fastidieux de consigner fidèlement ces adorables bavardages de l'amour, auxquels l'accent, le regard, un geste intraduisible donnent seul du prix. Valentin reconduisit Pauline jusque chez elle, et revint ayant au cœur autant de plaisir que l'homme peut en ressentir et emporter ici-bas. Quand il fut assis dans son fauteuil, près de son feu, pensant à la soudaine et complète réalisation de toutes ses espérances, une idée froide lui traversa l'âme comme l'acier d'un poignard perce une poitrine. Il regarda la peau de chagrin. Elle s'était légèrement rétrécie. Il prononça le grand juron français, sans y mettre les jésuitiques réticentes de l'abbesse des Andouillettes, pencha la tête sur son fauteuil et resta sans mouvement, les yeux arrêtés sur une patère, sans la voir. Grand Dieu, s'écria-t-il. Quoi? Tous mes désirs, tous! Pauvre Pauline! Il prit un compas, mesura ce que la matinée lui avait coûté d'existence. Je n'en ai pas pour 2 mois, dit-il. Une sueur glacée sortit de ses pores. Tout à coup, il obéit à un inexprimable mouvement de rage, et saisit la peau de chagrin en s'écriant « Je suis bien bête !» Il sortit, courut, traversa les jardins, et jeta le talisman au fond d'un puits. « Vogue la galère, dit-il. Au diable toutes ces sottises !» Raphaël se laissa donc aller au bonheur d'aimer, et vécut cœur à cœur avec Pauline. Leur mariage, retardé par des difficultés peu intéressantes à raconter, devait se célébrer dans les premiers jours de mars. Ils s'étaient éprouvés, ne doutaient point d'eux-mêmes, et le bonheur leur ayant révélé toute la puissance de leur affection, jamais 2 âmes, 2 caractères ne s'étaient aussi parfaitement unis qu'ils le furent par la passion. En s'étudiant, ils s'aimèrent davantage. De part et d'autre, même délicatesse, même pudeur, même volupté. La plus douce de toutes les voluptés, celle des anges. Point de nuages dans leur ciel. Tour à tour, les désirs de l'un faisaient la loi de l'autre. Riches tous deux, ils ne connaissaient point de caprice qu'ils ne pussent satisfaire, et partant n'avaient point de caprice. Un goût exquis, le sentiment du beau, une vraie poésie animait l'âme de l'épouse, dédaignant les colifichets de la finance. Un sourire de son ami lui semblait plus beau que toutes les perles d'Ormus, la mousseline, où les fleurs formaient ses plus riches parures. Pauline et Raphaël fuyaient d'ailleurs le monde, la solitude leur était si belle, si féconde. Les oisifs voyaient exactement tous les soirs ce joli ménage de contrebandes aux Italiens ou à l'opéra. Si d'abord quelques médisances égayèrent les salons, bientôt le torrent d'événements qui passa sur Paris fit oublier 2 amants inoffensifs. Enfin, espèce d'excuse auprès des prudes, leur mariage était annoncé, et par hasard leurs gens se trouvaient discrets. Aucune méchanceté trop vive ne les punit de leur bonheur. Vers la fin du mois de février, époque à laquelle d'assez beaux jours firent croire aux joies du printemps un matin, Pauline et Raphaël déjeunaient ensemble dans une petite serre, espèce de salon rempli de fleurs et de plain-pied avec le jardin. Le doux et pâle soleil de l'hiver, dont les rayons se brisaient à travers des arbustes rares, tiédissait alors la température. Les yeux étaient égayés par les vigoureux contrastes des divers feuillages, par les couleurs des touffes fleuries et par toutes les fantaisies de la lumière et de l'ombre. Quand tout Paris se chauffait encore devant les tristes foyers, les 2 jeunes époux riaient sous un berceau de camélias, de lilas, de bruyères. Leurs têtes joyeuses s'élevaient au-dessus des narcisses, des muguets et des roses du Bengale. Dans cette serre voluptueuse et riche, les pieds foulaient une natte africaine colorée comme un tapis. Les parois tendues en coutil le vert n'offraient pas la moindre trace d'humidité. L'ameublement était de bois en apparence grossier, mais dont l'écorce polie brillait de propreté. Un jeune chat accroupi sur la table où l'avait attiré l'odeur du lait se laissait barbouiller de café par Pauline. Elle folâtrait avec lui, défendait la crème qu'elle lui permettait à peine de flairer afin d'exercer sa patience et d'entretenir le combat. Elle éclatait de rire à chacune de ses grimaces et débitait 1000 plaisanteries pour empêcher Raphaël de lire le journal, qui 10 fois déjà lui était tombé des mains. Il abondait dans cette scène matinale un bonheur inexprimable, comme tout ce qui est naturel et vrai. Raphaël feignait toujours de lire sa feuille et contemplait à la dérobée Pauline, aux prises avec le chat. Sa Pauline enveloppée d'un long peignoir qui la lui voilait imparfaitement. Sa Pauline les cheveux en désordre et montrant un petit pied blanc veiné de bleu dans une pantoufle de velours noir. Charmante à voir en déshabillé, délicieuse comme les fantastiques figures de Vestale, elle semblait être tout à la fois jeune fille et femme. Peut-être plus jeune fille que femme,
elle jouissait d'une félicité sans mélange, et ne connaissait de l'amour que ses premières joies. Au moment où, tout à fait absorbé par sa douce rêverie, Raphaël avait oublié son journal, Pauline le saisit, le chiffonna, en fit une boule, le lança dans le jardin, et le chat courut après la politique qui tournait comme toujours sur elle-même. Quand Raphaël, distrait par cette scène enfantine, voulut continuer à lire, et fit le geste de lever la feuille qu'il n'avait plus, éclatèrent des rires francs, joyeux, renaissant d'eux-mêmes comme les chants d'un oiseau. « Je suis jalouse du journal, dit-elle en s'essuyant les larmes que son rire d'enfant avait fait couler. N'est-ce pas une félonie, reprit-elle, redevenant femme tout à coup, que de lire des proclamations russes en ma présence, et de préférer la prose de l'empereur Nicolas à des paroles, à des regards d'amour. Je ne lisais pas, mon ange aimé, je te regardais. En ce moment, le pas lourd du jardinier, dont les souliers ferrés faisaient crier le sable des allées, retentit près de la serre. Excusez, monsieur le marquis, si je vous interromps ainsi que madame, mais je vous apporte une curiosité comme je n'en ai jamais vue. En tirant tout à l'heure sous votre respect un seau d'eau, j'ai amené cette singulière plante marine. La voilà. Faut tout de même que je sois bien accoutumé à l'eau, car ce n'était point mouillé ni humide. C'était sec comme du bois, et point gras du tout. Comme monsieur le marquis est plus savant que moi, certainement, j'ai pensé qu'il fallait la lui apporter et que ça l'intéresserait. Et le jardinier montrait à Raphaël l'inexorable peau de chagrin, qui n'avait pas 6 pouces carrés de superficie. Merci, Vanière, dit Raphaël. Cette chose est très curieuse. Qu'as-tu, mon ange? Tu pâlis, s'écria Pauline. Laissez-nous, Vanière. Ta voix m'effraie, reprit la jeune fille. Elle est singulièrement altérée. Qu'as-tu? Que te sens-tu? Où as-tu mal? Tu as mal. Un médecin, cria-t-elle. Jonatas, au secours! Ma Pauline, tais-toi, répondit Raphaël, qui recouvra son sang-froid. Sortons. Il y a près de moi une fleur dont le parfum m'incommode. Peut-être est-ce cette verveine? Pauline s'élança sur l'innocent arbuste, le saisit par la tige et le jeta dans le jardin. Oh, ange, s'écria-t-elle en serrant Raphaël par une étreinte aussi forte que leur amour et en lui apportant avec une langoureuse coquetterie ses lèvres vermeilles à baiser. En te voyant pâlir, j'ai compris que je ne te survivrais pas. Ta vie est ma vie. Mon Raphaël, passe-moi ta main sur le dos. J'y sens encore la petite mort, j'y ai froid. Tes lèvres sont brûlantes. Et ta main, elle est glacée, ajouta-t-elle. Folle, s'écria Raphaël. Pourquoi cette larme? dit-elle. Laisse-la moi boire. Oh, Pauline, Pauline, tu m'aimes trop. Il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, Raphaël. Sois vrai, je saurai bientôt ton secret. Donne-moi cela, dit-elle en prenant la peau de chagrin. Tu es mon bourreau, cria le jeune homme en jetant un regard d'horreur sur le talisman. Quel changement de voix, répondit Pauline, qui laissa tomber le fatal symbole du destin. M'aimes-tu? reprit-il. Si je t'aime? Est-ce une question? Eh bien, laisse-moi, va-t'en. La pauvre petite sortit. Quoi? s'écria Raphaël quand il fut seul. Dans un siècle de lumière où nous avons appris que les diamants sont les cristaux du carbone, à une époque où tout s'explique, où la police traduirait un nouveau messie devant les tribunaux et soumettrait ses miracles à l'Académie des sciences, dans un temps où nous ne croyons plus qu'au paraphe des notaires, je croirais, moi, à une espèce de Manet, Teckel, Pharès. Non, de par Dieu, je ne penserais pas que l'être suprême puisse trouver du plaisir à tourmenter une honnête créature. Allons voir les savants. Il arriva bientôt, entre la halle au vin, immense recueil de tonneaux, et la salpêtrière, immense séminaire d'ivrognerie, devant une petite mare où s'ébaudisaient des canards remarquables par la rareté des espèces et dont les ondoyantes couleurs, semblables aux vitraux d'une cathédrale, pétillaient sous les rayons du soleil. Tous les canards du monde étaient là, criant, barbotant, grouillant, et formant une espèce de chambre canarde rassemblée contre son gré. Mais heureusement sans charte ni principe politique, et vivant sans rencontrer de chasseurs, sous l'œil des naturalistes qui les regardaient par hasard. Voilà monsieur Lavrille, dit un Voilà monsieur Lavrille, dit un porte-clés à Raphaël, qui avait demandé ce grand pontife de la zoologie. Et nous allons nous arrêter là pour la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro du live. Je m'arrête un petit peu tôt peut-être, c'est vrai qu'il n'est pas très tard, le live aura fait 1h15, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est assez court, j'en suis désolé. Mais là, vu qu'il y a pas mal de dialogues au final, ça va plus vite à lire. Donc j'aurais peut-être
pu lire davantage ce soir, mais j'avoue que bah, j'avais pas forcément... j'avais pas ces informations, donc c'était un peu difficile à prévoir. En tout cas, j'aime beaucoup la tournure que prend ce chapitre pour le moment. Ça m'intéresse vachement. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, encore une fois. Là, je pense avoir coupé un moment charnière, je pense avoir coupé un moment à peu près legit, puisqu'on en a terminé du coup avec l'épisode de Pauline et Raphaël in love, et qu'on passe à Raphaël qui retombe sur la peau de chagrin, et qui va, entre guillemets, essayer de vérifier scientifiquement de quoi il retourne avec cette peau de chagrin. Donc vachement intéressant, et ça me donne encore vachement envie de lire la suite, et de voir le live prochain du coup. Et vachement intéressant tout ce qu'on vient de lire, je trouve. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, je me faisais une réflexion en lisant, mais c'est marrant comment Balzac fait des pages et des pages sur l'amour, et qu'il conclut en disant bon, bah, c'est des trucs d'amoureux, c'est intraduisible tellement c'est génial, et vous pouvez pas comprendre à quel point c'est beau, parce que ça se comprend que quand on est amoureux. Et je trouve ça malin comme manière de conclure. Parce que bah c'est vrai entre guillemets. Genre c'est comme les gens qui voient des gens en couple, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent? Puis en fait quand ils sont en couple, eux-mêmes ont des petits rituels chelous, etc. quoi. Donc très bien vu je trouve de sa part. Et pareil dans la structure, juste après à un moment il a eu une phrase, c'était quoi? Où il disait que c'était comme le vrai et le naturel, c'était trop dur à écrire. Et ça, c'est très intéressant aussi, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui ont cette philosophie et cette théorie que la littérature, c'est du mensonge. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait eu cette phrase comme ça, à la dérobée comme ça. Mais sinon, vraiment, purement en termes d'histoire, je trouve que ça continue d'être vachement intéressant. Le délire de, bah, il retrouve Pauline, et du coup, il sort finalement de l'emprise que Fedora avait sur lui, déjà, ce qui est déjà un grand changement, et qu'il retombe sur Pauline, et que du coup, vu qu'il est... Je pense que c'est une concomitance d'événements qui fait ça, c'est vu qu'il est plus sous l'emprise de Fedora, vu qu'il est full déprimé d'avoir une vie pas d'asset, mais une vie recluse, disons, ouais, coupée du monde, et du coup bah, qu'il vit dans la tristesse constante, et qu'en plus il tombe sur une fille dont il se doutait que depuis toujours elle l'aimait, et qui lui avait déjà plus ou moins vite fait quelques sentiments pour elle, et que là il se trouve que ils sont tous les deux riches. J'aime pas trop d'ailleurs ce propos dans le bouquin, mais en même temps c'est intéressant. Le fait que voilà, ils sont tous les deux riches et ils ont tous les deux vécu la misère auparavant, donc ils se comprennent et c'est pas la richesse qui fait leur amour, mais en soi il aurait pu être avec quand elle était pauvre, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça vachement intéressant le développement que prend l'histoire. Voilà, ce Raphaël qui passe par la case isolé de tous, qui rencontre quelqu'un et fait encore un vœu malencontreux. Ensuite, il sort dans le monde, il revoit Pauline, et puis là, c'est l'amour fou. Et au final, son vœu, puisque ça d'ailleurs, pas très moral de la part de Raphaël, de souhaiter à la peau de chagrin que Pauline l'aime. Pas très gentil. Même si a priori c'était déjà le cas, mais bon. Et ensuite, voilà, ce petit couple. D'ailleurs, Pauline, dans ce qu'elle dit à Raphaël, semble tellement amoureuse et tellement, on va pas dire niaiseuse, parce que... pas niaise. Pas niaiseuse, niaise, pardon. Elle semble tellement niaise, entre guillemets, j'ai pas envie de dire niaise, mais... Elle semble tellement amoureuse, et elle a tellement des mots forts pour parler à Raphaël, que justement ça laisse planer le doute de est-ce qu'elle était déjà amoureuse ou est-ce que c'est vraiment la peau de chagrin qui l'a rendue amoureuse et que du coup elle est amoureuse à fond à cause de la peau de chagrin. C'est encore une problématique, enfin c'est marrant, ça joue sur plusieurs trucs quoi. Donc voilà, donc là maintenant on a ce couple là qui vit contre le monde entre guillemets, Raphaël qui veut se débarrasser de la peau de chagrin, et comme si le destin était inéluctablement contre lui, qu'il ne pourrait jamais s'en sortir, la peau de chagrin qui reparaît à cause du jardinier.
Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai vraiment hâte de voir le live de vendredi à 21h pour la suite de l'agonie. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, il m'a bien plu, du coup, comme vous l'aurez certainement compris. Euh, D'ailleurs, en y réfléchissant, c'est vrai que ce soir, il y a eu énormément d'éléments, énormément d'événements en très peu de pages. En à peine 30 pages, il s'est passé beaucoup plus de choses que dans le chapitre précédent, je trouve. Donc bon, est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est pas dommage? Moi perso, j'aime bien ce rythme. Après, c'est vrai que ça aurait peut-être pu être un peu délayé, je sais pas trop. Mais c'est vrai que du coup, là, j'attends de voir la suite parce que peut-être qu'à la fin, je me dirais la structure du texte était vraiment chelou. Parce que déjà, le fait que ça soit en 3 parties avec un épilogue et la manière dont est organisée l'œuvre, c'est très très différent, très, enfin ouais, très non conventionnel, je trouve. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je donnerai peut-être plutôt mon avis définitif là-dessus quand on aura terminé l'œuvre. Voilà, voilou, j'en termine avec ce live. Donc, comme je le disais, la suite de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, ça sera vendredi à 21h et mardi à 21h, où nous terminerons la lecture. Sinon, dimanche, il y aura un live sur l'univers de League of Legends. Et demain, de 13h à 16h, ou jeudi de 13h à 16h, ça dépendra. Mais l'un de ces 2 jours, il y a vraisemblablement de très grandes chances que je fasse un live sur le jeu The Witness, le fameux jeu d'énigmes. Voire que je fasse aussi des lives d'illustration. Wally Walou, je pense avoir tout dit. Cora est encore en live, donc je vous invite à aller sur son live, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.